Bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour le paragraphe 3 de mon cours sur ne rien désirer. Je vous renvoie donc à la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours pour les paragraphes 1 et 2. Nous sommes dans une partie qui envisage que ne rien désirer, ce soit ne plus désirer autant qu'avant, qu'il y ait dans notre manière de désirer quelque chose qui relève d'une petite mort, d'un malheur, quelque chose que nous vivons de manière extrêmement négative. Ne rien désirer serait un drame. Et après avoir abordé la question sous l'angle de la perte de libido dans le paragraphe 1, et comme malaise plus profond, ce qu'on a appelé dans l'Antiquité le taedium vitae, j'essaie d'interroger dans ce paragraphe 3 la façon dont notre société, les sociétés de consommation notamment, vont tuer le désir dans une certaine mesure. Alors c'est une thématique que nous avons déjà abordée dans des cours précédents, notamment en nous appuyant sur les thèses de Baudrillard ou sur l'analyse par Nicole Aubert de la manière dont nous vivons le temps de l'urgence, ou encore avec Freud dans l'opposition entre le principe de plaisir et le principe de réalité, sachant que notre société de consommation cédait très facilement au principe de plaisir et refusait de considérer le principe de réalité. Alors j'ai eu envie de vous faire découvrir la thèse d'un auteur que nous avons abordé l'an dernier dans un cours de philosophie générale, qui est l'auteur coréen Byung-Chul Han, donc B-Y-U-N-G-CHUL, ça c'est le prénom, Byung-Chul, et son nom de famille est Han, H-A-N. C'est un philosophe que j'apprécie beaucoup. Je vous avais fait découvrir l'année dernière son texte Dans la nuée, qui traitait de la façon dont la toile, l'informatique, Internet modifie les rapports identitaires. J'aborde aujourd'hui un texte qui me semble central sur ces questions du désir, qui s'intitule « Le désir, l'enfer de l'identique ». C'est un petit texte, à mon avis, très précieux pour aborder le thème de cette année. Alors, avant d'aborder cet auteur, je voudrais vous donner un sous-titre de sous-partie. Donc, le petit 3 s'intitulera, donc c'est une phrase un petit peu longue, vous savez que j'essaie de synthétiser mon argument général dans mes titres. Donc, ce désir perdu pourrait être la conséquence d'un excès de satisfaction. Ce désir perdu pourrait être la conséquence d'un excès de satisfaction. Et j'ai sous-titré « Ne plus désirer serait dévitaliser le temps du désir, ce serait un mal social ». Alors, travailler sur ce texte, donc l'enfer de l'identique, le désir, l'enfer de l'identique de Byung-Chul Han, c'est, vous allez le constater, je pense souvent, mobiliser de manière indirecte des auteurs que vous connaissez déjà, puisque je les ai déjà abordés en cours avec vous, à savoir les thèses de Foucault sur le biopouvoir, par exemple, les thèses de Baudrillard sur la société de consommation, ainsi que les textes de Lévinas sur le visage que j'avais abordé au paragraphe précédent. Alors ce sont des auteurs qui l'inspirent beaucoup, et vous allez voir que les corrélants, les mêlants, il arrive à les articuler de manière tout à fait audacieuse pour interpréter les temps présents, le temps contemporain, et notre manière, vous allez sans doute vous reconnaître, nous reconnaissons à la lecture de ces textes, notre manière très contemporaine de désirer. Alors Byung-Chul Han, dans son analyse donc, de l'enfer de l'identique, analyse la puissance d'une société, la nôtre qui, sous couvert de satisfaire tous nos désirs, est en train, en réalité, de le détruire, de transformer sa nature même. Notre société, nous l'avons déjà abordé notamment à travers les thèses de Baudrillard, cherche à satisfaire absolument tous les désirs. Vous savez que la société de consommation s'appuie essentiellement sur les désirs et non sur la satisfaction des besoins. Et Byung-Chul Han interprète cette société comme une société de performance. Alors cette notion de société de performance est intéressante. Elle présuppose que nous cherchons à désirer mieux, à désirer plus, non pas au sens d'un mieux désiré éthique, mais d'un désiré mieux au sens d'un meilleur objet, par exemple, d'une qualité plus grande. Nous sommes toujours dans ce désir de qualité, et finalement ce désir nous rattrape puisque nous cherchons à être performants dans tous les domaines de notre vie, hein, à être par exemple un bon travailleur, un bon père, un bon amant, etc. C'est-à-dire qu'il faudrait à tous les niveaux être, comme on dit vulgairement, au taquet. Bon. Alors c'est une société qui a compris que le meilleur rendement chez les hommes, on ne l'obtient pas en les contraignant, en leur imposant une discipline stricte par exemple. Ce n'est pas comme ça que l'on obtient le meilleur rendement chez les hommes. Si on leur dit « contrains ton désir, abstiens-toi et fais ton devoir », on obtiendra beaucoup moins que lorsqu'on leur dira « accomplis tes désirs et fonce ». Je voudrais vous donner une citation qui va dans ce sens. Il écrit ceci, Byung-Chul Han,
l'appel à la motivation, à l'initiative et au projet est plus efficace pour l'exploitation que le fouet et les ordres. Je la reprends. L'appel à la motivation, à l'initiative et au projet est plus efficace pour l'exploitation que le fouet et les ordres. L'être moderne, dit-il, est un entrepreneur de soi-même. Il s'asservit et il s'exploite lui-même. Ce qui est absolument le comble de l'ironie, c'est que nous sommes à la fois l'exploitant et l'exploité. Cette exploitation d'ailleurs est d'autant plus efficace qu'elle est accompagnée du sentiment de liberté chez l'être humain et de satisfaction de ses désirs. L'être humain n'a pas l'impression de se faire violence et vous retrouvez là une intuition qui a été largement développée par le philosophe Foucault, puisque en effet, il nous expliquait que l'homme économique, l'homme moderne, n'habite pas une société disciplinaire. Je vous renvoie au texte que nous avions commenté du petit corpus Le désir, où nous avions un extrait de Foucault qui allait tout à fait dans ce sens. En effet, l'homme économique n'habite pas une société disciplinaire, il n'a même pas besoin d'être contraint, puisque l'état du biopouvoir lui dit sois libre, et qu'au fond, cet état du biopouvoir accomplit mieux et obtient davantage de lui qu'en étant dans cette discipline et cette injonction à toujours davantage se contraindre. Ici, l'injonction est tout autre. On se donne à soi-même une injonction, sois libre, cultive tes désirs, et l'État libéral va d'ailleurs cultiver de son côté une société d'hommes qui vont tout faire pour satisfaire leurs désirs. Or, ce que constate Byung-Chul Han, c'est que cette société où nous sommes toujours à satisfaire chacun de nos désirs est épuisante. Nous sommes, dit-il, une société de la fatigue, une société épuisée. Nous sommes des hommes éreintés, dépressifs, toujours à bout de force, et pour le dire autrement, nous n'en pouvons plus. Et donc dans cette société où on n'en peut plus, eh bien nous n'arrivons même plus à désirer. Le concept de Foucault qui est emprunté ici par Byung-Chul Han et qui est le concept d'éthique de soi m'intéresse et j'aimerais le commenter avec vous. Cette éthique de soi n'a pas grand-chose à voir avec la notion que nous avons abordée lorsque nous traitions par exemple de la maximisation des désirs chez Spinoza dans l'éthique. Cette éthique de soi dit « tu peux » au lieu de « tu dois » qui était l'injonction des sociétés antérieures. Tu peux, et c'est donc en termes de puissance que nous nous exprimons. On a vu que cette expression « tu peux » était bien plus puissante que tout pouvoir répressif. Et cette formule de Byung-Chul Han va tout à fait dans ce sens. Il écrit ceci « tu peux engendre même plus de contraintes que tu dois ». Dans ce « plus de contraintes », tu peux engendre plus de contraintes que tu dois. Vous mesurez eh bien, la cause de notre fatigue contemporaine. Nous avons le sentiment de pouvoir beaucoup et nous faisons beaucoup et ça nous épuise bien évidemment puisque nous pouvons repousser, comme le désir d'ailleurs, ce pouvoir à l'infini. Nous pouvons toujours nous en demander à nous-mêmes davantage et comme nous le vivons avec le sentiment de notre liberté, eh bien, nous sommes toujours plus tyranniques à notre propre endroit. Donc le sujet, vous le voyez, est entièrement responsable de ses succès, donc c'est très valorisant, mais il est aussi responsable de ses échecs et les vit très mal. Il est nécessaire qu'à trop forcément se demander à soi-même, on aboutisse à l'échec, on aboutisse à l'épuisement, à un je n'en peux plus, à un burn-out. Je voudrais illustrer la chose par un exemple que ne mobilise pas Byung-Chul Han, mais qui me semble exprimer tout à fait l'idée que nous travaillons, c'est le concept japonais de karoshi, K-A-R-O-S-H-I, karoshi, qui désigne la mort brutale d'un travailleur par surmenage et qu'on appelle aussi donc le work alcoolisme. Donc l'individu travaille toujours plus, non pas parce qu'on le lui demande, mais parce qu'il est addict en quelque sorte au travail. Le plus souvent, c'est donc cette mort le fruit d'une propension personnelle au travail et non la réponse à une sollicitation qui sera extérieure. La marge de liberté est laissée aux travailleurs. Alors cette marge de liberté, bien sûr, elle a un enjeu central, c'est que lorsqu'on donne davantage de liberté à un travailleur, le risque c'est que le travailleur soit plus paresseux, sabote son travail, mais en réalité, ce qu'on constate, c'est qu'en général, elle ouvre plutôt la possibilité de l'auto-exploitation. Donc les effets se font sentir sur le désir lui-même, c'est ce que nous allons bien sûr travailler plus en détail puisque c'est notre thème, puisque le désir va être de fait transformé, voire achevé,
par ce mouvement d'épuisement. Il est ici sans doute inspiré, Byung-Chul Han, par les travaux de Lévinas sur le désir et de Baudrillard, je vous le disais, dans la société de consommation, puisqu'il rappelle que, je cite, « le désir est un rapport à l'autre situé au-delà de la prestation et de la capacité ». Je reprends cette expression que je trouve très belle. Le désir est un rapport à l'autre situé au-delà de la prestation et de la capacité. Qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien, je crois que ce qu'il est en train de distinguer clairement, c'est désirer et pouvoir. Nous avons dit tout à l'heure que l'injonction à l'auto-exploitation, c'était « tu peux », on était dans la puissance, on était dans le pouvoir, alors que le désir se situe au-delà de la capacité, donc du pouvoir, au-delà de la prestation. Vous êtes d'accord que lorsque vous remplissez une prestation, c'est que vous avez une capacité et que vous la mettez au service de quelqu'un. Donc désirer l'autre, ça n'est pas du tout avoir une relation de pouvoir avec cet autre. Pourquoi? On retrouve bien sûr ce que nous avons abordé avec Lévinas la fois précédente, à savoir que le pouvoir absolu a tendance à nier, à absorber, vous vous souvenez de ce vocabulaire de l'absorption, à tuer l'autre, jusqu'au crime passionnel éventuellement. L'autre, je ne veux pas qu'il existe, je le désire, je veux le posséder, je veux l'absorber, et je suis prêt pour cela à aller jusqu'à certaines extrémités, notamment jusqu'au crime passionnel. La relation à l'autre doit s'exprimer, notamment d'après Byung-Chul Han, comme échec, plutôt que comme réussite et puissance. Alors c'est étonnant, c'est même tout à fait paradoxal de considérer que la relation réalisée, la relation aboutie avec un autre, s'exprime plutôt dans l'échec que dans la réussite ou dans la puissance. Voici la phrase sur laquelle je m'appuie, de Byung-Chul Han toujours, « La relation aboutie avec l'autre, s'exprime dans une sorte d'échec. » Alors bien évidemment, on va essayer d'analyser ce qu'il entend par échec. Ce n'est pas une notion forcément négative ici, puisqu'elle permet d'avoir une relation authentique et aboutie à l'autre. Eh bien, il l'exprime en un énoncé ramassé, avec des petits tirets, comme le feraient les traducteurs de Heidegger par exemple, ne pas pouvoir pouvoir. Ne pas pouvoir pouvoir, avec des tirets entre les différents mots. Donc, je peux d'habitude, et je m'auto-discipline pour pouvoir toujours davantage, et puis à un moment donné, je n'en peux plus, et je vais dire à l'autre, je ne peux pas pouvoir avec cet autre, je me dis finalement qu'avec cet autre-là, ça va se jouer à un autre niveau. Ça n'est pas du pouvoir, parce que sur cet autre, je ne peux pas pouvoir. Si je le désire, eh bien ce désir n'est pas possession, ni pouvoir sur l'autre, ni même connaissance de l'autre, si c'était une expression du pouvoir finalement, ni saisie de l'autre, capture de l'autre. Il est même un échec de cette possession. Qu'est-ce que c'est l'autre? C'est celui que je n'arrive pas à saisir, c'est celui que je n'arrive pas à connaître complètement, c'est celui que je n'arrive pas à posséder entièrement, et finalement, c'est dans cet échec de la possession, de la connaissance, de la saisie, que se situe le désir de l'autre dans sa réalité. Or, de nos jours, eh bien, l'amour est entendu comme un impératif de performance, précisément. Il s'agit de réussir sa vie. Vous entendez bien cette expression, elle n'est pas anodine, d'être un amant performant, d'être à chaque instant une femme séduisante. Donc, on a ici une injonction qu'on se donne à soi-même de performance qui touche à la vie privée et pas seulement à la vie professionnelle. Ça va impacter finalement donc cet aspect très privé de notre existence qui est notre manière de désirer. À propos de cette nécessité d'être toujours séduisant, voici ce que Byung-Chul Han écrit. La sexiness est un capital qu'il s'agit de faire fructifier. La sexiness est un capital qu'il s'agit de faire fructifier. C'est bien ce dont il s'agit, notamment en général sur les réseaux sociaux, que j'utilise aujourd'hui pour d'autres raisons, à savoir de donner à voir une version idéalisée de soi-même. Voilà ce que je suis, quel est mon corps, regardez à quel point je suis sexy. C'est une manière de se sexualiser soi-même, de se réduire finalement à ce corps. Et voici ce qu'il écrit un tout petit peu plus loin. L'autre est sexualisé pour devenir un objet d'excitation. L'autre est sexualisé pour devenir un objet d'excitation. Alors on retrouve l'idée de Lévinas traitée la fois dernière d'un objet qu'on regarde et non d'une altérité qu'on découvre et qui nous surprend. Ce n'est plus une personne que l'autre, c'est simplement un objet dans la mesure où je le fractionne en objet partiel et on retrouve tout à fait la même idée chez Byung-Chul Han. L'autre n'est plus, pour reprendre l'expression de Lévinas, un avenir sans jalon,
met un ça, une chose, hein, il est réifié, il est transformé en chose. Aucune relation d'ailleurs n'est possible avec un ça. Vous êtes d'accord que vous n'avez pas une relation avec votre cuillère, vous n'avez pas de relation avec votre lampe, vous avez des relations avec les êtres humains. Et si vous prenez l'autre pour un vulgaire objet, vous ne pourrez pas avoir de relation. Et le désir finalement n'aboutira pas à un désir d'être, ce qu'il est censé devenir pour que l'être s'accomplisse véritablement, mais un désir d'avoir, et je vous renvoie donc à cette distinction que nous avons souvent opérée en classe ensemble. Donc si l'autre n'est qu'un ça, aucune relation n'est possible avec cette chose, si bien que ce qui s'est passé, explique Byung-Chul Han, qui reprend l'étymologie bien connue du desiderium, l'éloignement de l'astre, eh bien c'est que nous avons perdu, dit-il, la distance originaire du désir. Lorsque l'autre est entièrement disponible, il suffit que j'appuie d'un clic sur la touche disponible sur Tinder ou j'adopte un mec pour avoir un rencard ou un plan cul, eh bien cela présuppose que l'autre, en effet, n'est plus du tout à distance. Il est là, entièrement disponible, et Byung-Chul Han insiste bien sur ce qu'il appelle la notion de distanciabilité, une notion intéressante puisque ça n'est pas la distance, c'est la capacité de la distance. La distanciabilité, c'est la capacité à rester à distance. Eh bien, nous aurions perdu cette capacité dans nos sociétés de consommation. Et de fait, nous avons perdu aussi beaucoup d'éléments, dit-il, qui sont en lien avec cette capacité de distance, qui sont la décence, hein, ou qui sont la correction. Nous avons avec l'autre moins de correction, moins de distance, moins de réserve, et peut-être, alors nous verrons ce que seront les effets positifs de cette épreuve que nous vivons du Covid-19, mais nous sommes en train de rétablir une distance physique avec l'autre, dont nous avons peur parce qu'il peut être contagieux, mais peut-être que ça va instaurer également un rapport de distance que nous sommes en train de reconquérir d'un point de vue symbolique, ce qui n'est pas, à mon avis, de ce point de vue-là, inintéressant. Donc, avec le corps de l'autre, que je réduirai à une chose, qu'est-ce que je fais au fond? Je prends un vibromasseur un peu plus efficace que mon petit canard, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas de respect pour cet autre. Il est là pour me faire jouir, je n'ai pas de relation, ni de respect, ni de distance, puisqu'il est là pour me satisfaire, il doit être entièrement disponible. Donc cette perte de capacité de distance, elle va être, dit-il, accrue par les médias numériques. En effet, on cherche dans les médias numériques à abolir des distances, à créer une proximité qui est accrue, bien évidemment, de manière tout à fait illusoire, parce que nous n'avons pas affaire à l'autre. Et quand bien même je décide de faire ces cours pour que ma présence, en quelque sorte, s'incarne un peu à travers l'image, eh bien je sais bien qu'entre ces cours et la présence charnelle que je peux avoir lorsque vous me rencontrez, vous me parlez de manière tout à fait directe, et sans commune mesure avec ce que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est tout à fait dans l'inefficacité du numérique à restituer la relation. Alors on fait faute de mieux parce qu'on n'a pas trop le choix en ce moment, mais vous mesurez en effet à travers cet exemple très, très concret que les médias numériques n'assurent pas du tout la relation. Alors j'aimerais vous parler d'un exemple que commente assez longuement Byung-Chul Han, qui est un texte dont vous avez entendu parler. Si vous ne l'avez pas lu, vous en avez peut-être vu une version cinématographique, qui est 50 nuances de Grey. Vous avez donc une analyse assez fine proposée par l'auteur qui montre combien l'amour y est réduit à la jouissance pour produire des sentiments agréables sans négativité, bref, des prestations. Dans l'amour, nous avons de la négativité. Ici, il n'y en a pas. Il y a un contrat. Le personnage féminin, qui est appelé soumise, signe des conventions avec son partenaire sexuel. Elle doit d'ailleurs se soumettre à un régime très strict. Sport, nourriture saine, sommeil suffisant, pas d'excès de nourriture et d'alcool, pas de drogue ni de cigarettes. Cette loi va jusqu'à la manière dont elle doit se raser, s'épiler et maintenir une hygiène irréprochable corporelle, etc. Donc on mesure que on est comme dans un contrat de travail, tout est délimité, tout est prévu par la loi, posé par ce partenaire donc.
Le futur est connu, il est sans hasard, presque tous les gestes sont connus à l'avance, nous aurons le droit de nous fouetter, etc., mais à condition que le consentement y soit, nous n'aurons pas le droit de jouer avec nos excréments, c'est exclu du contrat, etc. Bon, alors bien évidemment, derrière le côté un petit peu loufoque de ce contrat, on mesure que ce qui se joue, et c'est ce que Byung-Chul Han va pointer, c'est l'absence de hasard et de surprise. On avait parlé de futur sans jalon à propos de la vraie rencontre avec l'autre chez Lévinas. Et bien là, le futur est extrêmement jalonné. Il est même tellement prévu qu'il n'y a plus de place du tout pour l'imprévisible. C'est un présent, finalement, qui est optimisé. Il n'y a pas de véritable futur. Or, vous savez que le futur est la temporalité essentielle du désir. Je vous renvoie à la définition qu'en donnait Descartes dans le traité des passions de l'âme que nous avions abordé dans mon cours sur le désir et le temps. La négativité a disparu de cette relation. Ça, c'est un point sur lequel je serai amenée à m'épancher un petit peu plus loin. Alors, j'aimerais le développer à l'occasion d'un petit paragraphe qu'il accorde à la notion de pornographie. Le porno, dit-il, qui est abordé donc un peu plus loin, est l'adversaire premier d'éros, donc du désir. Alors, pourquoi ? Eh bien, il l'écrit ainsi, il anéantit, donc le porno, il anéantit la sexualité même. Donc, qu'est-ce qui tue le désir? Qu'est-ce qui fait que l'on ne désire plus rien? Qu'est-ce qui fait que ne rien désirer soit notre lot à nous contemporains? C'est cette omniprésence du porno, et notamment sur la toile, par lesquelles d'ailleurs beaucoup de jeunes adultes entrent dans leur premier contact avec la sexualité, ce qui est quand même tout à fait désastreux, puisque ça n'est qu'une image tout à fait erronée de ce qu'est la sexualité effective entre deux êtres. Donc la sexualité est anéantie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il ironise beaucoup, Byung-Chul Han, sur la manière dont la sexualité est anéantie. Eh bien, il nous dit, pendant des siècles, on a essayé d'anéantir la sexualité par la morale, en contraignant, en produisant de l'ascèse, etc., en disant que la sexualité était pécheresse. Eh bien, il fallait trouver une arme plus efficace, nous l'avons trouvée, c'est le porno. Autrement dit, la meilleure manière de casser, détruire le désir et la sexualité, c'est de le montrer. Alors, de le montrer, non pas le désir, tout à fait, mais de montrer la pure, en quelque sorte, efficience sexuelle, sans le désir, puisque nous ne voyons pas la phase de séduction, par exemple, dans un porno, nous ne voyons que l'acte sexuel. L'érotisme est profané ici par le porno, il est beaucoup plus efficace donc, que la morale pour dégoûter à vie de jeunes adultes qui croiraient que leur sexualité devrait ressembler à cette performance d'un Rocco Siffredi, etc. Si bien que le sexe de leur vie, leur sexe réel, dit Byung-Chul Han, se transforme en porno aujourd'hui. Alors je trouve cette expression très très simple et limpide. Le sexe réel se transforme en porno aujourd'hui, c'est-à-dire que dans l'intimité de notre chambre, eh bien, il se passe des choses qui doivent ressembler, c'est la nouvelle injonction que nous nous formulons à nous-mêmes, à ce que font donc les stars du X, sinon nous ne sommes pas de bons amants. Les visages sont d'ailleurs les grands absents, vous le noterez, de ces films. On y trouve peut-être ce que les Américains appellent faces, des faces aux expressions convenues, un peu comme ces images du visage retouchées, instagrammées dont nous avions parlé en classe. Les râles eux-mêmes, les soupirs sont simulés, presque en quelque sorte prévus au moment où il faut les exprimer. Le visage, bien sûr, peut être à un moment donné aperçu, mais, dit Byung-Chul Han, le visage pornographique n'exprime rien. Et je pense que c'est important de le souligner. Il y a bien la face, mais il n'y a pas d'expression, il n'y a plus de sujet, la rencontre ne se fait pas puisque le visage n'est plus. On est face à des illusions scéniques qui sont orchestrées, qui sont d'ailleurs étonnamment monotones et identiques. On pense que sa propre sexualité devrait ressembler à cela, mais finalement c'est en train d'appauvrir sans doute notre propre sexualité. Cela détruit et notre propre désir et le désir de l'autre. Alors je vous avais donné en bibliographie au début d'année, je vous en avais parlé un tout petit peu en classe,
cette référence à un ouvrage de Michela Marzano, qui est une grande spécialiste du corps, qui s'intitule cet ouvrage « La pornographie ou l'épuisement du désir ». Je pense qu'à travers ce titre, tout est dit, hein, la pornographie ou l'épuisement du désir, qui consacre à l'épuisement et à l'effacement du désir un chapitre entier, le chapitre 2 de son ouvrage, où elle rappelle toute l'ambiguïté du désir dans deux très jolies expressions qui pourraient faire d'ailleurs de belles définitions. Elle parle du désir comme une répulsion qui attire, hein, voilà l'aspect paradoxal du désir, ou d'un déchirement qui comble. Hein. Donc ici, il n'y a pas de désirable préconçu, le désir est complexe, le désir est mystérieux, et les caractéristiques, on va dire, objectives de l'objet désiré ne sont pas l'essentiel du désir et de ce qui nous ferait comprendre ce désir. Je vous renvoie à mon cours sur le désirable, où nous avions vu que c'était moins l'objet en lui-même qui suscitait le désir que le désir qui fabriquait de toutes pièces son objet. Si on adopte le point de vue erroné des films pornographiques, on devrait considérer que voir des corps nus, des corps entièrement nus, faisant l'amour, le faisant de façon quasi héroïque, devrait nécessairement engendrer du désir en nous. Or, la réalité, c'est que c'est loin d'être évident. Il semble même que l'objet du désir qu'on nous montre soit très très éloigné de ceux qui constituent l'essentiel du désir, à savoir le fantasme, l'imaginaire et quelque chose de beaucoup plus spirituel. La pornographie donc n'est pas la rencontre avec l'autre, nous l'avons dit, je n'y reviens pas, mais le corps y est donné déjà nu, alors que le manque de cette nudité était peut-être le seul à pouvoir faire naître le désir d'elle, hein, le désir de cette nudité devrait naître du manque de cette nudité. Le corps y est donné, et surtout il est donné à voir dans un trop-plein. Michela Marzano parle d'un trop d'accouplement et d'un trop de jouissance qui va faire que notre désir est saturé avant même d'exister. Nous avons le désir de la sexualité, mais de ce trop plein d'accouplement, de ce trop de jouissance, peut-être pas. Hein. Le spectacle pornographique excède le désir, c'est pour ça qu'il le tue dans l'œuf. Donc, Marzano conclut que finalement ce spectacle cache, dit-elle, la perte de la capacité à désirer. Ce spectacle cache la perte de la capacité à désirer, capacité que nous aurions perdue socialement du fait de notre fascination pour ce genre de spectacle filmique. Le corps pornographique est pensé presque sur le mode d'une mise à mort du corps. Elle parle de mise à mort par le vide, parce que dans le corps pornographique, il n'y a pas de caresse, il n'y a pas d'étreinte, il n'y a qu'un vide du désir, dit-elle. Je reprends cette formule, un vide de caresse, un vide d'étreinte, un vide de désir. C'est une expression de Michela Marzano. Or, précisément, et bon, c'est des choses que je n'ai pas eu le temps de développer avec vous, mais que vous pourrez éventuellement travailler si ça vous intéresse, eh bien, ce même Lévinas, qui est l'un des inspirateurs importants de notre auteur, considère que c'est par la caresse que la rencontre de l'autre se fait dans le respect de la personne, précisément. Donc, double mise à mort, vous le voyez en même temps. J'ai mis à mort à la fois le désir et autrui. Bon, ça fait quand même beaucoup de morts. Si bien que, quelle est la solution ? Eh bien, rétablir la surprise, l'inattendu dans la relation. Le désir qui exclut le manque, qui exclut la surprise, qui exclut l'inattendu, qui exclut l'autre, qui exclut le futur contingent, ce dont on ne sait pas comment cela va se passer, et qui, pour se satisfaire, s'assurerait, le verbe est fort, il faut une assurance, du prévu, du même, ce que je connais déjà, je le refais, du présent optimisé. Est-ce que c'est encore du désir, hein, un désir qui n'est plus manque, surprise, et qui n'est que assurance et prévision. Le désir s'éveille face précisément à un visage imprévisible et pas à une face retouchée conforme au canon de l'enfer de l'identique, pour reprendre le sous-titre de cet ouvrage. Le désir donc tente à mourir dans une société qui est de plus en plus narcissique. Nous nous aimons nous-mêmes au lieu d'aimer les autres. Nous sommes fascinés par notre propre image. Nous faisons des selfies. L'individu poste sur des réseaux sociaux le prosaïque de son quotidien, ce quotidien dont elle croit finalement, en le rendant public, le transformer en aventure. Or, ce quotidien reste un quotidien. Lorsque sur Internet, on décrit ce qu'on mange, hein, ou la manière dont on fait sa petite gymnastique quotidienne, ou qu'on a ramassé des champignons à la campagne, ou ses propres enfants en disant « voilà, ce sont mes enfants », eh bien, on essaie de transformer quelque chose en aventure. On se leurre, bien évidemment, puisque
l'aventure n'est pas dans ce rapport imaginaire, spéculaire qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Le désir donc, qui est bien vivant, c'est celui qui va s'offrir la possibilité de l'échec, et non de la réussite seule. L'amour n'est pas sans conséquence, et nous le savons, dans l'amour il y a de la négativité, il y a de l'échec, il y a de la blessure. Je voudrais vous citer toujours un passage de Byung-Chul Han, cette fois je reviens à lui, qui décrit cette négativité inhérente à l'amour de l'autre véritable. Eh bien l'amour, dit-il, n'est pas exempt de la négativité de la blessure, de l'attaque ou de la chute. Il commente d'ailleurs l'expression « tomber amoureux », qui, dans ce verbe, bien sûr, suggère une chute, un risque que nous prenons. Eh bien, il nous dit que lorsque on se prévoit un plan d'un soir sur un site comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, Adopt a Mec, Tinder, etc., eh bien, on refuse de tomber amoureux précisément. Même cela, même tomber amoureux, est déjà négatif dans une société de l'assurance à tout bout de champ. Or, précisément, nous aurons donc ce fameux plan cul, mais nous n'aurons pas l'amour, qui est une prise de risque, le risque de la confiance dans l'autre, hein, le risque de la trahison, le risque du drame. L'amour, au fond, est action, narration, drame. Blessure, privation, passion. Dans le désir, l'autre est l'autre, et précisément parce qu'il est l'autre, il est indisponible. Il n'est pas toujours disponible. Il peut connaître la fameuse panne sexuelle que nous avions abordée dans le petit 1, sans que ce soit pour lui la manifestation d'un désamour. Hein. Il reste tout entier un mystère pour nous. Et de ce point de vue-là, il reste désiré puisqu'il nous manque. Si je ne peux pas tout le connaître, si je ne peux pas tout le posséder, eh bien il manque, et de ce fait, il suscite en moi encore un désir. Il manque précisément parce que je ne peux pas le saisir tout entier, et parce qu'il reste pour moi mystérieux. On rejoint, vous le voyez ici, le grand désir de Nietzsche, dans la mesure où Nietzsche considérait que désirer grand, en quelque sorte, c'était ne pas s'assurer un bonheur sans malheur. Hein, vous vous souvenez de ceux, les pense-petits, qui ont inventé le bonheur. Eh bien non, si l'on prend la vie, on la prend aussi dans sa négativité, et il en est de même de l'amour. Pour conclure, nous pourrions dire, en conclusion de cette partie, que pour que le désir naisse, meure et vive, il faut intégrer donc tous les éléments de la vie, y compris la mort, c'est-à-dire l'échec. De petites morts vont relancer notre désir. Finalement, c'est en acceptant qu'il meurt un peu qu'il ne mourra pas. Hein. Il ne faut pas accepter que le désir ne soit que positivité. Il faut peut-être accepter que le désir soit désastre. Vous vous souvenez donc de l'étymologie, l'éloignement de l'astre. Désir et désastre ont donc exactement, de ce point de vue étymologique, la même signification. Nous pourrions dire qu'il faut que le désir soit possiblement désastre. Il ne faut pas qu'il le soit à chaque fois, sans quoi nous n'aurions jamais de satisfaction. Mais que le désir soit possiblement désastre est la meilleure façon de le faire exister. C'est peut-être le seul moyen d'échapper à notre fatigue existentielle, au taedium vitae, à la dépression, donc à la mort du désir, au ne rien désirer. Je vous remercie.